Séance de travail ce dimanche du haut commandement de la police républicaine avec les acteurs de la chaîne sécuritaire de Porte-Novo. Il était question d'analyser l'insécurité grandissante et de réévaluer le dispositif sécuritaire mis en place dans la capitale. Un nouveau bloc politique vient de naître et s'engage aux côtés du président Patrice Talon pour l'atteinte de ses objectifs. Il s'agit de l'UND, l'Union nationale démocrate, qui a vu le jour ce samedi 18 août 2018 à Ouidah. Et puis des coups de feu ont été tirés tôt ce lundi contre l'ambassade américaine à Ankara sans faire de victimes. Un acte qui intervient dans un contexte de vive tension entre la Turquie et les États-Unis. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le haut commandement de la police républicaine a fait ce dimanche 19 août 2018 le déplacement sur Porte-Novo où il a tenu une séance de travail avec les acteurs de la chaîne sécuritaire de la capitale. L'objectif de cette assise est d'analyser l'insécurité grandissante qui règne dans ce département et de réévaluer le dispositif sécuritaire mis en place afin de le renforcer aux besoins. Le haut commandement de la police républicaine est revenu également sur le braquage du jeudi 16 août 2018 qui a coûté la vie à une compatriote. Suivons le point avec Cano-François Rinto et Denis Marouya. Journée dominicaine spéciale ce dimanche 19 août pour les responsables des unités de la police républicaine du département de l'Ouémé. La raison, ils ont reçu la visite du haut commandement de la police républicaine avec à sa tête son directeur général pour une séance de mise au point. Cette dernière fait suite au braquage survenu le jeudi 16 août dans les encablures de Wando, un quartier de Porte-Novo où une dame a été dépossédée d'une importante somme d'argent avant d'être assassinée. Il s'agit d'un braquage sanglant qui a eu lieu dans les encablures de Wando et qui a été très fatal parce que ce braquage a coûté la mort à une de nos compatriotes. Et donc, au regard de la gravité des faits, tout le commandement de la police républicaine, malgré que ce jour soit dimanche, le haut commandement, disais-je, a décidé de faire le déplacement de Porte-Novo pour venir faire une séance de travail avec tous les responsables des unités de police du département de l'Ouémé afin de faire une analyse approfondie de la situation, réévaluer le dispositif sécuritaire en place et pour résolument prendre le contrôle de la situation. Nous sommes engagés, et ça je le répète, nous sommes engagés à procurer, quoi qu'il en coûte, la paix et la sécurité à nos concitoyens, même si c'est au prix de nos vies. Ayant à cœur la sécurité des personnes et des biens, un communiqué signé du directeur départemental de la police républicaine fait état de l'importance des informations crédibles que rapporteront les citoyens afin d'arrêter ces dits malfrats. Nazer Rounompé, directeur général de la police républicaine, revient là-dessus. Chacun doit savoir qu'il a le devoir de renseigner les services de la police républicaine. La rétention d'informations criminelles ne pourra vraiment pas nous aider à sortir de l'auberge. Toutes les fois que vous avez des informations, n'hésitez pas. Et j'ai été très heureux de l'avis de recherche qui a été lancé par le directeur départemental de la police républicaine de l'Ouémé, qui invite tout citoyen qui a des informations crédibles sur les auteurs, co-auteurs, complices ou commanditaires de ce drame qui a été perpétré à Wando. Donc, que toute personne qui détiendrait des informations, que ces personnes se rapprochent des services de sécurité.
La quiétude étant primordiale pour la libre circulation des personnes et des biens, de nouvelles orientations sécuritaires sortiront de cette assise pour que la sécurité puisse régner en maître non seulement dans le département de Louémé, mais dans tout le Bénin. Réaliser une autoroute devant relier les 5 continents du monde, c'est le nouveau défi pour concrétiser le rêve d'un monde de paix, en prélude à un sommet qui se tiendra en novembre prochain à Cape Town, en Afrique du Sud. L'appel a été lancé aux dirigeants du monde. L'appel a donc été lancé aux dirigeants du monde pour le 17 août 2018 dans 194 pays. Au Bénin, c'est la commune d'Aplaroué qui a abrité les manifestations officielles. Suivez ce reportage de Jonas Bouchi. Une caravane d'Azové à Aplaroué avec en tête de peloton le directeur départemental du tourisme, de la culture et des sports pour ensemble avec les artisans de la paix matérialiser la route de la paix afin de mieux promouvoir un monde paisible à partir de l'Afrique. Le maire d'Aplaroué, Sylvain Darouet, s'en réjouit tout particulièrement parce que sa commune vient de vivre, selon lui, le succès d'un remède très efficace contre les maux du monde. Aujourd'hui, nous parlons de la paix. Celui qui est malade n'a pas la paix. Celui qui souffre n'a pas la paix. Là où il y a bagarre, il n'y a pas la paix. Là où il y a le vol, il n'y a pas la paix. Là où il y a le chômage, il n'y a pas la paix. Et c'est ce qui fait que je nomme l'événement de ce jour sérum pour guérir les maux qui minent nos populations. Mais comment peut-on parvenir à faire régner la paix dans le monde entier? Le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle, Honoré Anagonou, s'explique. Il va falloir que les couples soient en paix. Les couples avec leurs enfants soient en paix. Il faut que la société soit en paix, que la nation béninoise soit en paix et que le monde soit en paix. C'est l'élément fondamental. Connecter le Bénin au reste du monde à travers la paix, c'est le thème de la présente manifestation qui se déroule simultanément dans 194 nations du monde. Très heureux que ce soit son département qui abrite cette cérémonie au plan national, le préfet du Koufo expose la condition sine qua non pour la réalisation de cette connexion. Pour que le Bénin soit connecté au monde entier à travers la paix, le Bénin doit être lui-même en paix. Partout, la paix doit régner. Autrement dit, on ne pourra pas réussir la connexion. La paix, c'est le couloir, c'est le boulevard pour aller à l'essentiel. Déjà, de façon matérielle, on a parlé de l'autoroute qui doit relier le monde à lui-même. On doit prier pour que ce projet se réalise. Pour que cette promotion de la paix ne se résume pas à de vains mots, les initiateurs entendent la matérialiser par la réalisation d'une autoroute à l'échelle mondiale. Une autoroute qui sera balisée de part et d'autre, sécurisée, avec l'accord de tous les gouvernements. Et cette autoroute doit commencer en Afrique du Sud, au Cap de Bonne-Espérance. Doit traverser toute l'Afrique occidentale, rejoindre l'Europe, passer par l'Asie, joindre la Corée et le Japon et connecter l'Amérique à la Russie. Cela veut dire que tous les continents seront reliés par ce grand projet. Une belle initiative qui, pour passer du rêve à la réalité, mérite la contribution de tout un chacun. Et cela y va de la paix dans le monde. Un nouveau bloc politique vient de naître et il s'engage aux côtés du président Patrice Talon pour l'atteinte de ses objectifs. Il s'agit de l'Union nationale démocrate, UND, qui a vu le jour ce samedi 18 août 2018 à Ouida. Composé de plusieurs partis et mouvements politiques de jeunes, l'UND se veut être la plus grande coalition de la mouvance capable de porter haut les idéaux du nouveau départ. Pour y arriver, les initiateurs comptent sur la jeunesse qui avait déjà
démontré sa force politique en contribuant fortement à l'élection de Patrice Talon. Malheureusement, après l'installation du régime, les mouvements de jeunes qui ont rendu la chose possible se sont quelque peu dispersés. C'est donc pour remobiliser la troupe que l'UND a vu le jour. Elle est donc le fruit de plusieurs mois de discussions et d'échanges entre les différentes forces politiques membres. Suivez plutôt. Les forces politiques réunies au sein de l'Union nationale démocrate ont d'abord pris l'option d'une coalition forte pour, d'une part, apprendre à travailler ensemble et, d'autre part, fédérer les énergies, les stratégies, les compétences au fin de la construction d'une formation politique forte, moderne, efficace, concourant au bien-être de nos vaillantes populations. C'est donc pour relever ce défi de grande importance pour notre génération que la présente convention est organisée ce jour dans notre illustre et historique cité de Ouidah, au pied de la porte de non-retour. Le devoir de l'Union nationale démocrate aux côtés du nouveau départ est de permettre une reprise de l'espoir, de la confiance et de la marche de notre pays vers le développement et faire redémarrer le progrès. Le redressement est indispensable, mais il n'était possible que dans les réformes de la justice, de l'éducation, de l'agriculture, de l'industrie, du logement, de la santé, de l'accès à l'énergie de toutes les populations, de la sécurité de tout le territoire du Bénin et de ses citoyens, des services publics, de la culture et de nos traditions culturelles, des nouveaux droits des citoyens, de l'emploi des jeunes, de l'émancipation de la femme béninoise. La Chine offre la possibilité à 38 étudiants béninois de continuer leur formation dans ce pays. Ces étudiants bénéficient d'une bourse de formation. Les récipiendaires ont reçu en fin de semaine écoulée leur lettre d'acceptation et leur billet d'avion. C'était à l'ambassade de Chine. Laurent Toninkes et Romaric Devouchy. 38 Béninois bénéficient des bourses d'études en Chine pour le compte de l'année académique 2018-2019. La cérémonie de remise de lettres d'acceptation et de billets d'avion s'est déroulée ce vendredi 17 août 2018 dans les locaux de l'ambassade de Chine au Bénin, en présence de Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques en 1972, l'enseignement supérieur est une priorité pour la coopération entre les deux pays. À partir de 2006, le nombre de bourses a été revu à la hausse. L'éducation est un droit élémentaire de l'homme. L'éducation peut aussi faire changer le destin. Une bourse en Chine va vous faire partir, vous faire aller à un pays aussi loin comme la Chine, aussi différent comme la Chine. Il ne faut jamais oublier que vous êtes des Béninois. Partout où vous allez, vous représentez des images de votre pays. Vous devez aussi être des pionniers à retourner, à construire votre pays, votre patrie, votre nation. Les domaines de formation pour les bourses sont variés et concernent le commerce international, les sciences environnementales, les sciences sociales, la gestion touristique, la sécurité informatique, les relations internationales et bien d'autres. La ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso, a remercié le gouvernement chinois et félicité les récipiendaires. Elle a par ailleurs rappelé aux boursiers qu'ils devront rentrer au Bénin après leur formation pour construire leur pays. Dans les tout prochains jours,
Vous allez découvrir avec un émerveillement certain un pays travailleur qui, sous l'impulsion de son gouvernement, affronte et relève au quotidien de nombreux et grands défis et devient par ce fait même une puissance désormais respectée et de plus en plus redoutée. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et une détermination à revenir construire votre pays, parce que vous ne serez pas en Chine si la Chine n'avait pas été construite par les enfants chinois. Je voudrais, pour terminer mes propos, exprimer mes sincères remerciements à l'ambassade de Chine au Bénin pour son précieux concours à une sélection objective des boursiers béninois du gouvernement chinois pour l'année académique 2018-2019. La Chine octroie chaque année au moins 30 bourses de formation aux étudiants béninois en licence, master et en doctorat, mais également des stages dans des domaines spécifiques. La représentante des récipiendaires, Oumou Eugénie Hongponou, a pris l'engagement au nom de ses pairs de rentrer et d'œuvrer à la construction du Bénin après la formation. Et puis le problème de l'entretien des routes se pose toujours. Plusieurs axes routiers sont dégradés. Au carrefour Sikatota à Cotonou, ce sont des nids de poules ou encore de gros trous qui empêchent la fluidité de la circulation. Fréjus Seoulan et Denis Marouya ont fait le constat que voici. Cotonou, capitale économique du Bénin, nous sommes ici, au quartier Vedoko. À ce grand carrefour Sikatoyota, la circulation est pénible. La dégradation du bitume est un calvaire pour les usagers de la route. Les automobilistes et motocyclistes avertis ralentissent dès qu'ils arrivent à ce niveau de la chaussée, effondrés par endroits et formant des nids de poules. Quant aux autres, surpris par la présence de ces trous, ils luttent pour maintenir l'équilibre. Mais tous n'ont pas toujours réussi. Évidemment, nous déplorons beaucoup de cas d'accidents. Beaucoup. Constater, à voir ce que nous rencontrons ici, des gens tombent parfois et on a eu des cas d'accidents un peu graves ici. La fois dernière, il y avait eu même un vieux qui est tombé, il a eu une déchirure crânienne. Donc nous exauçons le gouvernement, l'actuel gouvernement et son Excellence le président Patrice Talon à y penser à cela. Parce que cela fait partie aussi de son plan de développement. Des nids de poules sur le bitume en plein cœur de Cotonou, la ville vitrine du Bénin. Pour les mototaxis de Sikatoyota, la situation est regrettable. Et tel que la voie se présente, ça ne honore pas le pays, ça ne honore pas la ville, donc c'est déplorable. Et moi, j'en ai parlé plusieurs fois. J'en ai parlé sur plusieurs chaînes de télévision, mais depuis rien n'est fait. C'était hier, un jeune avec son djanana ne savait pas qu'il y a un trou la main, arrivé à descendre, au niveau du guidon là, ça s'est cassé. Ça, c'est pas une fiction, c'est une réalité. Je parle en conséquence de cause, c'est une réalité. Et allez-y voir les dégâts. Surtout, quand il pleut là, il y a une océan qui s'installe là, et vraiment, ceux qui ne savent pas qu'il y a un trou là, ils naïvement, et puis vraiment c'est déplorable, c'est déplorable. Toujours à ce carrefour Sikatoyota, sur la deuxième chaussée, menant au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou, la dislocation des pavés rend difficile la mobilité des véhicules. Juste à côté, la voie conduisant au collège d'enseignement général de Vedoko est dans un état de dégradation avancée. Les pavés n'existent plus par endroits et détruits à d'autres. Les dallettes des caniveaux, elles, commencent par céder. Le tout dans un environnement insalubre. Le Ghana pleure la disparition de l'ancien secrétaire des Nations Unies et Nobel de paix Kofi Annan. Et des cérémonies d'hommage ont déjà commencé. L'ONU a mis son drapeau en berne et le Ghana, son pays natal, a décrété une semaine de deuil national. Il faut rappeler que de son vivant, Kofi Annan a accédé au rang de vedette de la diplomatie mondiale durant ses 10 années à la tête des Nations Unies. Fréjus Seoulan nous propose le portrait de l'homme. I, Kofi Annan, functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations. as Secretary General of the United Nations. À 80 ans, l'ancien secrétaire général de l'ONU a cassé sa pipe ce samedi 18 août 2018. L'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué en son prédécesseur une force qui guidait vers le bien.
Les hommages envers l'homme se multiplient en Afrique, en Amérique, en Europe et en Asie. Le monde salue la mémoire d'un grand leader, réformateur, homme de paix et de consensus. Diplomate de carrière, Kofi Annan a contribué à rendre l'ONU plus présente sur la scène internationale pendant ses 2 mandats, de 1997 à 2007. Premier secrétaire général issu de l'Afrique subsaharienne, le Ghanéen a dirigé l'organisation pendant la période trouble de la guerre en Irak avant de voir son bilan terni par des accusations de corruption dans l'affaire pétrole contre nourriture. À son départ, il était cependant un des dirigeants de l'ONU les plus populaires. Conjointement avec l'organisation, il a reçu en 2001 le prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur d'un monde mieux organisé et plus pacifique. J'ai essayé de placer l'être humain au centre de tout ce que nous entreprenons. De la prévention des conflits au développement et aux droits de l'homme, avait-il déclaré en acceptant le prix Nobel à Oslo. Né en avril 1938 à Kumasi au Ghana, fils d'un cadre d'une filiale du groupe anglo-hollandais Unilever, Kofi Annan a étudié à l'université de Kumasi, puis grâce à une bourse dans une université américaine avant d'entrer à l'Institut des hautes études internationales de Genève. À part quelques années passées comme directeur du tourisme du Ghana, Kofi Annan a consacré 40 ans de sa vie professionnelle aux Nations Unies. Il a été le premier secrétaire général à être issu de l'organisation. Il a d'abord dirigé les ressources humaines de l'ONU, puis les affaires budgétaires avant de chapeauter à partir de 1993 le maintien de la paix et d'être propulsé 4 ans plus tard à la tête de l'organisation en succédant à l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali avec le soutien des États-Unis vis-à-vis de qui il imposera son indépendance. Il avait ainsi irrité Washington en estimant illégale l'invasion de l'Irak en 2003 parce que cette opération n'avait pas été entérinée par le Conseil de sécurité. Lorsqu'il dirigeait le département de maintien de la paix, l'Organisation des Nations Unies a connu 2 des épisodes les plus sombres de son histoire, le génocide rwandais et la guerre en Bosnie. Les Casques-Bleus se sont retirés en 1994 du Rwanda, en proie au chaos et aux violences ethniques, et 1 an plus tard, l'ONU n'a pas su empêcher les forces serbes de massacrer plusieurs milliers de musulmans à Srebrenica en Bosnie. Ces échecs, écrit Kofi Annan dans son autobiographie, m'ont confronté à ce qui allait devenir mon défi le plus important comme secrétaire général, faire comprendre la légitimité et la nécessité d'intervenir en cas de violation flagrante des droits de l'homme. En février 2012, il est choisi par l'ONU et la Ligue arabe pour mener une médiation dans la guerre en Syrie, mais il jette l'éponge 5 mois plus tard. Il accusera les grandes puissances d'avoir par leur dissension transformé sa médiation en mission impossible. Il a créé une fondation consacrée au développement durable et à la paix et fait partie du groupe des Elders, terme anglais signifiant les anciens ou les sages, créé par Nelson Mandela pour promouvoir la paix et les droits de l'homme. Côté famille, Kofi Annan, surnommé rockstar de la diplomatie, a épousé en 1965 Titi Alakija, issue d'une famille nigériane fortunée. Ils auront un fils, Kojo, et une fille, Ama, mais se sépareront à la fin des années 1970. En 1984, il épouse en seconde noces Nan Lakergren, une juriste suédoise qui lui donnera une fille, Nina. L'ONU a mis son drapeau en benne et le Ghana, son pays natal, a décrété une semaine de deuil national. Au Mali, des partisans de l'opposant Soumaïla Cissé ont manifesté à Bamako pour protester contre la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'ils jugent illégale 2 jours après l'annonce des résultats officiels encore provisoires. Soumaïla Cissé a catégoriquement rejeté vendredi les chiffres officiels assurant avoir remporté cette élection avec 51,75% des suffrages, alors que selon les résultats officiels au second tour, Cissé a obtenu 32,83% des suffrages à la présidentielle contre 67,17%. Le chef de file de l'opposition a indiqué qu'il avait introduit des recours devant la Cour constitutionnelle qui dispose de quelques jours pour se prononcer. Reportage. Au Mali, Soumaïla Cissé rejette catégoriquement les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Alors qu'il a obtenu 32,83% des suffrages à la présidentielle contre 67,17% à Ibrahim Keïta, Soumaïla Cissé, 68 ans, revendique la victoire avec 51,75%. Je refuse et dénonce ces résultats. Ils ne sont que supercherie, mascarade, parodie et mensonge. Ils ne sont que le fruit pourri d'une fraude honteuse.
Répondant à son appel, ses partisans ont manifesté ce samedi à Bamako pour protester contre la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui juge illégal 2 jours après l'annonce des résultats officiels encore provisoires. En début de matinée, ils étaient face à la mairie de la capitale malienne, protégés par plusieurs dizaines de policiers en tenue anti-émeute. Sur les marches de la chambre de commerce, un bâtiment de style colonial, ils jouaient de la vuvuzela et arboraient les affiches de campagne de leurs candidats, sans signe apparent de tension avec les forces de l'ordre. Les cris « Ibeka voleur » ont redoublé lorsque vers 10h30 GMT local, Soumaïla Cissé a fait un passage éclair parmi les manifestants. Le cortège fort de quelques milliers de personnes à ce moment-là s'est alors ébranlé en direction de la place de l'Indépendance et de la Bourse du Travail, toujours encadrée par les forces de l'ordre. À sa tête se trouvait l'activiste et homme de radio Rasba, très populaire auprès de la jeunesse malienne. Avec des proverbes en bambara, il a signifié que ceux qui félicitaient le président malien ne sont pas des décideurs et que seul le Mali et ses fils auront le dernier mot. C'est pas parce que la France te félicite, c'est pas parce que Macron te félicite, c'est pas parce que Hollande te félicite, c'est pas parce que la Nations Unies se félicite. Macron n'est pas Ngolo, Hollande n'est pas Souter, c'est un bien qui est le Malien. Les autres manifestants étaient tout aussi déterminés et jurent d'aller jusqu'au bout. C'est pas la première fois. La première fois, ils ont pris le pouvoir, on n'a rien dit. Notre président est parti les saluer à la maison parce qu'il considère l'actuel président comme un frère. Il est allé les saluer avec toute sa famille. Cette fois-ci, c'est notre tour. Et les chiffres le disent haut et fort. Le peuple malien a décidé de prendre les choses en main. On a vu ce qui a été passé la fois passée. Le ministre chargé de l'élection a donné des chiffres erronés, chiffres incomplets. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là, pour montrer au peuple malien, au peuple international, la communauté internationale, ce qui a été dit c'est faux. Le chef de file de l'opposition a indiqué qu'il avait introduit des recours devant la Cour constitutionnelle qui dispose de quelques jours pour se prononcer. Et pour mettre un thème à cette édition, des coups de feu ont été tirés tôt ce lundi contre l'ambassade américaine à Ankara sans faire de victimes, ont rapporté les autorités dans un contexte de vive tension entre la Turquie et les États-Unis, où plusieurs individus non identifiés ont tiré plusieurs fois depuis un véhicule sur le bâtiment de l'ambassade américaine selon un communiqué du gouvernorat d'Ankara. Aucun blessé n'était à déplorer, a indiqué le gouvernorat, ajoutant qu'une enquête était en cours. Cet incident survient à un moment de forte tension entre la Turquie et les États-Unis, pourtant alliés au sein de l'OTAN, en raison de la détention pendant 1 an et demi, puis l'assignation à résidence d'un pasteur américain fin juillet. Washington a imposé des sanctions contre Ankara qui a immédiatement répliqué. Nous ne nous livrerons pas à ceux qui se présentent comme notre partenaire stratégique alors qu'ils s'efforcent de faire de nous une cible stratégique, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan samedi dernier, signe que les tensions ne faiblissaient pas. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.